Et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie, nous sommes ravis d'être avec vous jusqu'à 9h30 ce matin pour le meilleur de l'actualité du moment, donc en matinée. Alors aujourd'hui, notre édition aura une coloration culturelle des événements et aussi des espaces culturels à découvrir, à l'instar du centre artistique de Belouizdad, une nouveauté du côté de ce quartier mythique au cœur d'Alger, donc qui pourra bénéficier désormais de formations dans les différentes disciplines artistiques. La fondatrice, la rêveuse, celle qui a créé ce concept, ce nouveau concept, sera parmi nous. Donc pour en parler, il s'agit de Shahrazad Rahma. Un autre espace déjà un peu plus connu, la galerie d'art Aïda, vient aussi nous présenter aujourd'hui une nouvelle exposition. Les cimaises de cet espace artistique reçoivent les œuvres de l'artiste Hakim Tounsi, qui évolue depuis 28 ans à l'étranger, en France en l'occurrence. Et ces œuvres, pour la seconde fois, seront présentées au public algérien, cette fois-ci grâce à la galerie Aïda. La galeriste, justement, Souad Tiyar, sera parmi nous pour parler au nom de Hakim Tounsi ce matin. Dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de découvrir un autre aspect de l'art, celui justement de la préservation aussi des œuvres artistiques à travers une école ou un institut installé, un institut national justement, qui veille, pardon, un chat dans ma gorge, et j'y arrive, donc qui veille au grain par rapport à la préservation des œuvres sculpturales ou artistiques dans les différents musées, entre autres, et donc qui forment des générations d'archéologues justement versés dans la restauration essentiellement. Le directeur de cette institution, qui est basé à Tipaza, viendra nous parler d'un riche programme d'échange au niveau du musée de Cherchel ce matin. Et puis, bien sûr, il y aura des reportages pour étoffer toutes ces évolutions. Et bien sûr, n'oublions pas que ce matin, c'est lundi, et chaque lundi, Siham Kennouch nous fait voyager aussi à travers la symbolique des choses, symbole de la grandeur aujourd'hui à l'honneur dans sa rubrique. Et aussi, nous aurons aussi à découvrir une autre empreinte artistique, celle de Bouaouni Fazi en fin d'émission. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en notre compagnie. Nous sommes ravis de vous servir. Et d'ailleurs, tout de suite, Amel Laribi prend le relais avec un point météo et c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, oui, Bien. ça va. Ouais, ça va, ça peut aller. Ça peut aller. Oui. C'est une matinée où il y a eu beaucoup d'oublis de mon côté. Surtout vous. Oui, je ne vais pas me dénoncer parce non. qu'il y a eu des oublis très graves ce matin, mais bon. Et on ne peut pas le dire à l'antenne non plus. Hein. Oui, c'est un prétexte pour rire, en tout cas, entre nous. Bon, ben, c'est pas grave si vous ne comprenez pas, mais on dit que le rire est contagieux, donc voilà. On va se contenter de cet effet contagieux. On vous envoie quelques ondes positives de bon matin. Merci de nous rejoindre et tout de suite, les nouvelles du ciel, comme d'accoutumé avec Amel. Merci Nadia. Allez-y. Alors bonjour à tous et bon réveil. J'ai oublié qu'il y avait le jingle là-bas. Ah oui, mais tout à fait. Je ne sais pas, moi aussi je l'ai attendu, mais bon. Y a-t-il un jingle? Mais ça y est, c'est tout. Allez, on y va. On y va. Allez, on y va. Alors bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le temps restera plutôt brumeux en ce début de matinée. C'est pratiquement l'ensemble des régions côtières. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée, d'ouest en est. La moitié sud, excepté quelques voiles sur le sud-ouest, plus exactement Béchar et Tindouf. Eh bien le temps restera dégagé sur le Nord Sahara, les Oasis, le Sahara central, l'extrême sud, le Gat-Assili et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien elles seront plutôt hors saison. Le maximum 29 degrés du côté de Tlemcen, 28 Relizane, 27 Oran, Alger, Tizi Ouzou, 24 degrés à Annaba et Constantine, 23 à Djelfa et Batna, 22 degrés à Al-Bayad, au sud 26 degrés Tamanrasset, Janet, Ilizi, 25 à Biskra, 27 Béchar, Gardeya, 30 degrés à Drarin Salah, 32 Tindouf, Ingezam et le maximum cette fois-ci à Borj Medjimurtar avec 33 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest et centre, mais peu agitée sur les côtes est. Les vents souffleront entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et les vents seront variables, 20 à 30 km/h sur les côtes centre et est, et les vents seront de secteur
est. Et on termine suite avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h45 et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne matinée, ainsi qu'à tous ceux qui sont avec nous ce matin. Donc, restez avec nous. Dans un moment, nous recevrons les invités. On l'a dit, cette édition aura une coloration culturelle essentiellement. Et puis, nous commencerons, comme d'habitude, par vous offrir une belle chanson. Cette fois-ci, c'est un duo remarquable, celui de Méziane Amish et Hayat Zerro, talentueux tous les deux, et qui vont très bien ensemble. Voyons ça. ميزان حياة الروق دي جي عدل دانسلور بلادي ما بالك ليش معاك قوليلي على ومرة هاك ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات أنا ما نلقاك عمري حسي بيا عدريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري حسي بيا عدريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري خبرني قل لي فهمني كي عليا تخبي انا تسلفني ما نبغيش تنغبني ولا تنهاني رفدك في قلبي وخليهم خلي يا راني معك راني معك راني في الشدة في المحنة عمري انا تلقاني راني عارف شي عارف باللي حبيبتي تبغيني غير هي اللي تصعب وعمرها ما تخليني ما بالك ليش معاك قوليلي على ومرة هاك ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات أنا ما نلقاك عمري حسي بيا عدريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري حسي بيا عدريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا تنحس بيا كي نشوفك مغبون تتخلط عليا يا الغلطة فيا سمحيلي عيني شكون يفهمني شكون من غيرك انت يا راني معك راني معك راني في الشدة في المحنة عمري انا تلقاني راني عارف شي عارف باللي حبيبتي تبغيني غير هي اللي تصعب وعمرها ما تخليني ما بالك ليش معاك قوليلي على ومرة هاك ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات أنا ما نلقاك عمري حسي بيا عدريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري حسي بيا عدريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا
Voilà, c'était là un duo donc qu'on aime beaucoup. Ils évoluent aussi en solo, mais là, ils se sont regroupés pour cette très belle chanson Rail. Il s'agit de mes amis chez Hayat Zerrouk, voilà, pour accueillir Siham Kennouch ce matin. Bonjour. Bonjour, cher ami. Ça va, Siham? Oh oui, ça va, oui. Ravi Il de vous commence retrouver. à faire frais, Ça se rafraîchit, voire effectivement. même froid très tôt le matin. Oui. Et ça me plaît, franchement. Oui, tout à Moi, fait. j'aime La bien. brise d'automne est très, D'ailleurs, très... je posais la question à Ahmed, je lui dis alors, ce soleil, il se donne toujours à cœur joie Ah bah oui. Eh ben oui, le pic sera vers 13h, 14h. ouais. On aura Bah, à peu près écoutez, 23 degrés. Voilà, je vais refaire la météo là. Vivement la pluie, hein. Moi j'aimerais bien qu'il pleuve les prochains jours. On a eu ça quelques me- ondées timides et puis bon, Tout à j'espère fait. qu'elles reviendront vite. Inch'Allah, franchement. Très bien, vous avez demandé un déluge tout à l'heure en coulisses. N'est-ce pas? J'ai bien envie qu'il y ait ça de l'eau. aussi c'est Non, on n'aime pas les extrêmes, nous. Moi, j'ai bien envie qu'il y ait, franchement, Qu'il y ait de la flotte, oui, l'eau. d'accord, En fait, entendu, de l'eau. la symbolique, alors on reste dans ces Tout à objets, ces choses qui nous entourent et qui symbolisent tant de choses et qui sont là pour nous rappeler beaucoup de valeurs. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi la grandeur, la gloire. D'accord. Qu'est-ce qui peut, Attends, autour de La nous... grandeur ou la gloire? Les deux. Ah, Les deux. d'accord. Donc, qu'est-ce qui peut, autour de nous, symboliser cette grandeur d'âme? Donc, D'accord. cette gloire qu'on peut avoir par soi-même. Qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut symboliser ces choses? Vous allez voir, ce sont des symboles déjà de chez nous. C'est très algérien, ce que je veux dire, voire même c'est très... Moi, je cherchais ailleurs, je cherchais des couronnes, des lauriers. Peut-être, vous n'êtes pas très loin. Alors, Malish, peut-être la couronne de laurier. La couronne de laurier, pourquoi le laurier rond, pour les gens qui nous regardent ce matin. D'ailleurs, je vous rappelle que la tisane de laurier fait des effets magiques extraordinaires. Alors, un lauréat, c'est-à-dire quelqu'un qui a gagné, qui est arrivé à une certaine grandeur, comme baccalauréat. Donc c'est une marche, j'ai envie de dire, assez élevée. Et pour ceci, les Grecs, plus tard les Romains, mais plus tard, donnaient ou symbolisaient ceci avec des couronnes de laurier. Et c'est vrai que le laurier, ou rand, donc même chez nous, nous sommes des Méditerranéens, je vous le rappelle. Hein. Ah oui, c'est très présent dans la cuisine Tout à fait. méditerranéenne. Donc déjà... Incontournable, oui. Alors, il y avait, pour ouvrir juste une petite parenthèse, juste à côté de mon école primaire, là où j'ai fait mes petits cours de primaire comme ça, il y avait un jardin de lauriers. Et alors, la mairie taillait ces lauriers en une certaine période de l'année, et nous, enfants, chacune tirait sa branche. D'accord. Alors, on rentrait à la... Excellent. C'est bien. Alors, on rentrait à la maison avec des arbustes, des trucs comme ça énormes. Et j'ai dit, ma mère, alors ma mère m'a vu en train de prendre du laurier et venir comme ça. Je me sentais comme elle, Beladi, alors j'ai pris, je suis revenue. Comme je ne sais même pas ce que c'est. Comment tu l'as ramené? J'ai fait. Voilà. Oui, et puis je salue une voisine qui se reconnaîtra si elle nous regarde ce matin, qui elle a planté un laurier. En fait, ils ont hérité de ce grand arbre. D'accord. Et c'est un arbre qui sert toute la communauté, tout le Vous voyez, quartier. voilà, donc c'est bien. Alors, j'ai ramené donc, toute une branche de laurier. Le laurier, pour revenir à mon sujet, le laurier, donc, qui représente... D'où est venue cette idée, de relier gloire le laurier et laurier, justement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, c'est l'Olympe. C'est l'Olympe, c'était le champion des Jeux Olympiques, ou le champion qui arrivait aux sommités donc, de ces Jeux, était le gagnant suprême. On lui tressait juste une petite couronne de laurier, parce que le laurier existe jusqu'à présent. Alors, le mont Olympe, en Grèce, il y a deux arbres qui sont vraiment présents, l'olivier et le laurier. Donc ça reste toujours des signes de grandeur. Alors justement dans nos tribus... Donc j'avais vu juste, ça va, j'ai été comme ça va. Alors t'es là. Pas mal. Alors justement, pour revenir, les tribus berbères qui étaient chez nous en Algérie, il y avait certains
tatouage qui représentait les grandeurs ou la grandeur de cette tribu et la grandeur de famille. Alors les tatouages, c'était surtout des tatouages qui représentaient l'olivier, qui représentaient l'épi. C'est ce qu'on voit là à l'antenne, etc. Oui, alors justement, alors nous avons voyé très bien que c'est un tatouage très maghrébin, très de chez nous, qui représente... On le voit beaucoup dans les tapis, dans les tables. Exactement, donc c'est un symbole. C'est pas uniquement un tatouage, mais un symbole, et c'est le symbole donc de la grandeur, de l'appartenance. Et là, ça symbolise un petit peu l'olivier? Non, ça c'est pas un symbole d'olivier. Ceci est un symbole d'un papillon. Certains disent que c'est le symbole du salamandre. Voilà. Donc et de la tente. Donc c'est Aham, c'est le foyer. Et c'est pour ça que c'est aussi d'une certaine manière quand on est chez soi. Donc donc là c'est une grandeur dans un autre sens. Alors nous avons les animaux. Les animaux chez nous qui sont bien présents dans cette valeur qui est la valeur de la grandeur. Alors nous avons l'aigle. Donc l'aigle ou le faucon, c'est la même chose. Il y a même justement ces prénoms adaptés par la société, n'est-ce pas? C'est l'élévation, c'est les hauteurs, c'est la grandeur. Alors nous avons pas seulement chez nous, hein, je pense, parce que même ailleurs, il est dans les emblèmes, dans les armoiries. Tout à fait. Alors pourquoi je dis chez nous? Parce qu'il y a même des prénoms qui signifient l'aigle, comme chez les Chaouis, on trouve le prénom sacre. Alors sacre c'est sacre en fait, mais bon maintenant c'est devenu un patronyme etc. Mais c'est sacre et c'est sacre, c'est le faucon ou l'aigle et qui signifie justement cette valeur de grandeur et d'élévation. Et nous avons le prénom l'Aram qui est un prénom féminin qui signifie la femelle du faucon ou la femelle de l'aigle. Là c'est aussi un grand symbole de grandeur. Maintenant, pourquoi on le trouve surtout dans les symboles des combattants, dans les symboles dans les blasons, des blasons, les armoiries. Alors pourquoi justement? En fait, ça remonte à Alexandre le Grand. Un jour, il allait faire une bataille à Babylone et il y a eu un aigle qui a survolé pendant très longtemps son armée et un de ses amis lui a prédit donc la victoire et c'est depuis que on associe l'aigle. Oui, il y a cette lance avec justement les ailes déployées. Exactement. Donc c'est depuis que l'aigle est rentré dans plusieurs cultures comme symbole de bataille, symbole de grandeur. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment la gloire et la grandeur. C'était Alexandre le Grand, oui. C'était vraiment Alexandre le Grand. Il avait ce surnom. Et nous sommes loin dans l'histoire. Hein. Vous voyez que ce sont des symboles qui ne sont pas nés d'hier, qui ont toute une histoire derrière eux. Alors, le deuxième symbole, toujours du côté animal, nous avons le cheval. Le cheval est l'honneur et la grandeur de la tribu, et notamment chez nous la fantasia. Vous savez que la fantasia est quelque chose de très précieux. C'est l'honneur de la famille, l'honneur de la tribu, la noblesse, grandeur de l'homme. Alors il y a plusieurs adages qui parlent justement de ce cavalier qui est sur le dos de son chemin et qui y va au galop comme ça pour défendre sa tribu, pour une razzia ou pour autre chose. Alors, on dit par exemple, Yid al-Katib ou Rajal al-Rakib. Et ça, c'est les deux choses les plus respectées et les plus honorées, on a envie de dire, c'est Yid al-Katib, donc celui qui écrit. Vous savez, on parle d'une période où il n'y avait pas beaucoup de gens toutes les technologies actuelles. Exactement. Donc, Yid al-Katib ou Rajal al-Rakib. Donc, la main qui écrit et le pied qui monte. Et le cheval reste toujours, jusqu'à présent, un grand symbole de grandeur. Il a été repris, la symbolique a été reprise, surtout à l'Est algérien, quand on fête par exemple les mariages avec des forcènes qui accompagnent la mariée, et ça fait quand même... Et il y a une tradition chez nous, il y a Rekb Sidi Chir qui met en valeur cette grandeur, cette beauté de la fantasia et
ça a été classé au monument, pardon, oui, ça a été classé justement à l'échelle mondiale, donc parmi le patrimoine immatériel de l'humanité. On venait juste de parler de l'Bayad, n'est-ce pas? Oui, on venait juste parler de l'Bayad de Senghor. Et oui, bon, c'est vrai que cette fantasia qui est un grand symbole de grandeur, d'honneur, de présence, et faire qu'un seul avec son cheval, ça c'est quelque chose de très précieux et de très présent dans notre culture. Voilà, c'était donc les symboles de la grandeur, voire même comment dirais-je, de la gloire. Autre chose pour finir, le vêtement, le burnous. Le burnous symbolise aussi la grandeur. C'est vrai. Ça symbolise le rang et une certaine noblesse. Et oui, la grandeur. Donc c'est une présence, c'est une identité. Et nous sommes présents avec notre tenue. Ça fait que vous êtes dans cette identité, vous respectez vos origines et vous êtes dans la grandeur même. Voilà. Vous êtes une grande parmi les grandes aussi. Et Aïcha, merci beaucoup. Ça c'est vous qui dites parce que vous êtes mon amie. Il n'y a pas de... Non, je pense qu'on est nombreux à le dire. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui symboliserait la grandeur d'âme, vraiment du côté féminin un peu plus que... Alors le côté féminin, dans l'ancien temps, il y a un siècle, c'était les tatouages. C'était les tatouages, c'était les tapis, beaucoup de tapis, donc on pouvait deviner le rang d'une dame à travers son tissage. Son tissage et son tatouage. Alors le tatouage, ça c'est valable dans les tribus de Touareg, par exemple. Par exemple, voilà. Donc c'était... c'est surtout le tissage. Le tissage et les tatouages, c'est la famille, le tissage, c'est la tribu. Voilà, on nous présente là une belle image de la tapisserie de Rerdaya. La tapisserie, c'est mozabite, c'est aussi de grands symboles, c'est d'un langage à part entière, et ça aussi, ça fait la grandeur du pays. Absolument. Merci beaucoup, Siham. Oh, mais je vous en prie. Rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Oui. C'est toujours un plaisir. Et Aïcha, on est toujours suspendu à vos lèvres et on s'abreuve de toutes ces connaissances liées à nos coutumes, à nos us. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont avec nous et on va tout de suite vous offrir un voyage du côté de Boumerdès. On installe le décor pour un invité qui vient justement de cette région. Mais avant, on va découvrir cette rencontre nationale des clubs verts du côté de Boumerdès. Une rencontre avec mot d'ordre, recyclage. Et c'est parti avec Samia Bouarour. Une échappée belle pour ces petits écolos dans cet espace où divers projets environnementaux sont présentés lors de cette rencontre nationale des clubs verts à Boumerdès. Nous avons reçu 37 wilayas. La thématique principale de cette édition, les dernières innovations concernant le domaine du recyclage. Des maquettes de projets environnementaux relatifs, entre autres, aux énergies renouvelables, à l'agriculture et à l'élevage ont été exposées à l'exemple de ces panneaux solaires pivotants. Notre invention Solar Triking, au niveau de notre club scientifique à l'université de Boumerdès. Ce panneau solaire pivotant qui exploite l'énergie solaire à 100%. Un système doté d'une carte mère qui peut fonctionner via Internet. À l'origine de ces initiatives, des jeunes qui sont de plus en plus engagés en faveur de la nature, avec des idées innovantes, à l'exemple de ce projet lancé à El Khroub dans la wilaya de Constantine, qui a bénéficié d'un financement de l'ONU et l'Union européenne sur les méthodes de gestion des déchets ménagers. On a pu installer tout un système de tri sélectif dans 4 quartiers pilotes à Al Khroub. Nous avons formé 15 porteurs de projets, dont 3 qui ont pu concrétiser leurs projets en créant de petites entreprises dans la transformation des déchets. Nous avons lancé un projet intitulé Récup Art, à travers lequel 10 femmes au foyer ont pu avoir des ressources en transformant du carton en œuvre artistique. Préservation de l'environnement, recyclage, énergie renouvelable, des concepts que ces clubs scientifiques et verts ont adoptés et présentés. Notre club vert à Sétif active déjà pour sensibiliser les gens autour de la préservation des 3 zones humides dont dispose notre wilaya. Des zones d'ailleurs classées selon les accords Ramsar comme Sbret Bazir Sekra. Des zones qu'il faut absolument protéger. Notre deuxième projet au niveau de notre club vert est de créer des serres intelligents dotés de panneaux solaires.
Inculquer aux enfants les bons réflexes et les gestes écologiques est l'objectif de cette rencontre. Voilà, nous restons sur Boumerdès, mais cette fois-ci pour présenter voilà, une personne très connue dans cette région en particulier du pays et même à travers le pays, je dirais, parce qu'il participe à toutes les bonnes actions en faveur des diabétiques et des malades de manière générale. Et j'ai nommé là donc Mohamed Mokri, qui est président de l'association des diabétiques de Boumerdès. Bienvenue parmi nous. Merci, bonjour. Ça va? Tout le monde. Et merci pour... Ça va, le voyage a été facile, j'espère. C'est bon, en général. Nous sommes arrivés à l'heure. Monsieur Mokri, donc depuis 28 ans, vous êtes très actif sur le terrain, justement. Là, vous représentez cette société civile de Boumerdès de fort belle manière. Vos actions ont marqué les esprits. Et en fait, vous vous occupez des diabétiques sans être médecin, en fait. Hein. Non. Quelle a été justement la motivation première de créer une association de ce genre? Premièrement, nous avons créé cette association des diabétiques à notre wilaya qui s'appelle Boumerdès. Les années 95, j'ai tombé malade. Moi-même, diabétique. Insulino-dépendant. Le premier jour, c'est insulino-dépendant, type 1. Pendant 6-7 mois, j'avais connu le fédéral qui s'appelle Ouahda Mourad et on a discuté pourquoi pas de ne pas créer une association à Boumerdès et c'est comme ça qu'a démarré cette association de Boumerdès qui est active à ce jour. Voilà, ça a commencé par votre curiosité de découvrir davantage cette maladie, de la faire connaître aussi à ceux qui sont dans le même cas et puis c'est devenu un combat. C'est devenu un combat pour les droits des malades atteints de diabète. Oui, c'est un combat et en même temps, c'est quelque chose de merveilleux d'être avec des diabétiques. Quand nous regardons dans une glace, on ne dit pas uniquement nous, on a cette maladie chronique. Bienvenue. Voilà, c'est vrai. Et en même temps, il y a des échanges immenses entre diabétiques, soit masculins, soit féminins, et à partir de là, je me suis dit pourquoi pas ne pas organiser des journées de rencontres, soi-disant. Mais en fin de compte, j'ai démarré avec une journée scientifique avec des professeurs éminents de notre pays dans le domaine de diabétologie et ophtalmologie et chirurgie diabétique, etc. On a touché depuis 28 ans, 28 journées scientifiques qui dépassent peut-être une quarantaine. Oui. Ça c'est sûr, mais on dit 28 chaque année, une journée. Voilà, vous êtes passé par le créneau de la sensibilisation parce que c'était important à l'époque où vous avez été atteint par cette maladie. En fait, les moyens manquaient. Il y avait beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. C'était difficile d'acquérir le traitement, c'était difficile aussi d'être orienté. Le malade était un petit peu livré à lui-même. Mais aujourd'hui, cette action commune a permis à la vulgarisation de la maladie, mais aussi à ce que le malade sache vraiment facilement s'orienter vers les médecins qu'il faut ou la prise en charge. Ce que je pense, à l'époque, les années 95, manque de diabétologues. Les gens, s'ils tombent malades, ils ne signalent pas. Ils vont continuer à vivre avec le diabète sans être pris en charge. Oui. Ça, c'est... Sauf en cas de danger, d'une hypoglycémie, d'une hyperglycémie. Une alerte importante. Voilà. Là, on va découvrir le diabétique. Oui. Sinon, l'ensemble des malades diabétiques à l'époque ne déclarent pas. Déclarent pas. Oui, mais grâce à la sensibilisation, grâce à ces rencontres, franchement, voilà, on lève les tabous, on se dit c'est une maladie qu'on peut traiter, donc il ne faut pas avoir peur, il faut, voilà, c'est ça. Regardez, franchement, c'est grâce à l'ensemble du mouvement associatif dans le cadre des diabétiques à l'échelle nationale. Oui. C'est des associations qui sont actives, des associations qui travaillent. J'ai visité toutes les wilayats. J'ai assisté à toutes les journées d'éducation, à Naba, Oran, partout. Vraiment, je pense, le mouvement associatif, en général, active réellement. Absolument, dans ce domaine en particulier, oui, pour ce qui relève de la prise en charge des diabétiques. Les diabétiques, on leur a consacré quand même une journée. La journée mondiale du diabète, c'est le 14 novembre prochain, n'est-ce pas ?
Mais avant de parler justement de la manière avec laquelle vous intervenez lors de cette célébration, on va rappeler d'abord que vous êtes à l'origine du premier congrès de Boumerdès. Voilà, le premier congrès du genre. Vous étiez vraiment à l'origine de l'idée, la genèse du projet. Voilà, vous étiez fondateur. C'était du temps du professeur Guidoum, Allah yarhamou. Allah yarhamou, Allah yarhamou, Allah yarhamou. Allah yarham les deux ministres qui m'ont à l'époque, que Rabbi Amchern aussi, il ne faut pas l'oublier. Elle a assisté, elle a signé, elle a donné quelque chose de merveille aux maladies chroniques en général. Hein. Oui, tout pas uniquement aux diabétiques. Hein. Oui. Parce que ce congrès a été organisé à Boumerdès, à l'INPED. Oui. Les trois ministres, avec le Wali de Boumerdès, ils ont donné le numéro 01 à la classe de Boumerdès pour une dame vieille qui est âgée de 86 ans. Et, alhamdoulilah, il y a la carte de Chifa. Elle nous aide beaucoup. Mais il reste à développer encore s'il y a des possibilités. Voilà, les gens ne le savent pas, mais grâce à vous et à un groupe d'hommes et de femmes qui étaient très actifs à l'époque, on a eu droit à cette carte Chifa qui est maintenant vraiment généralisée. L'usage de cette carte est un petit peu à travers l'ensemble du pays, par tous les malades, tous les assurés. Mais c'est vrai que c'était le balbutiement de ces idées, c'était grâce à votre petit noyau. C'est dire un petit peu l'impact d'un tel mouvement associatif et de l'action de quelques hommes et femmes. Franchement, on travaille. Oui. Je suis sûr qu'on gagne quelque chose. Absolument. Et cette carte de Chifa, des années 97, à ce jour, nous devons encore voir les cas en général. Voilà, il faut toujours réviser par rapport aux maladies développer la carte Chifa dans d'autres domaines. Oui, absolument. En tout cas, grâce à votre action, les diabétiques ont eu le droit aux soins gratuits parce que l'insuline, quand même, c'est quelque chose de difficile, c'est un traitement à vie et qui nécessite quand même de pouvoir l'acquérir parce qu'une rupture de soins peut engendrer des situations très graves. Je vous informe. Oui. Vous êtes au courant que la maladie diabète uniquement, elle a 12 commandements. 12 commandements. Si on ne prend pas sérieusement la maladie elle-même, un pic d'hypoglycémie, ça peut être fatal pour le sujet. Effectivement, nombreux sont les malades qui ont adhéré à cette association dont vous êtes le président, donc l'association des diabétiques de Boumerdès. Les 450 adhérents et même d'autres malades vont être présents le 10 du mois, n'est-ce pas? À l'occasion de... L'association elle-même, depuis la création à ce jour, nous avons 8000 adhérents diabétiques. Oui. Les jeunes, les moins jeunes, les vieux, les vieilles, etc. Mais pour cette association, nous allons inviter des environs de 400 malades. Comme chaque année, depuis 28 ans, on essaye de leur donner un plus pour la prise en charge par eux-mêmes. Tout à fait, l'autonomie. On a préparé un programme cette année. Oui. Donc le 10 novembre prochain, vous serez réunis dans la salle de conférence, la bibliothèque principale de la lecture publique Abdelrahman Hamida de la bibliothèque de Boumerdès. Allah yarhamou, Shahid Hamida. D'accord. بناو باسمه حاجه باسم الشهداء الجميع الله يرحمهم. C'est à partir de 8h, à partir de 8h, bien sûr. Donc il y aura des interventions de grands spécialistes en la matière, des communications sur toute la journée qui s'étaleront jusqu'à l'après-midi. Voilà, avec des thématiques liées à la maladie, essentiellement. À la maladie, et surtout sous le haut patronage, sans oublier quand même. Oui. Il faut le dire. Il y a aussi l'État encourage. Et nous, à partir de là, nous pouvons donner encore, sous le patronage de M. Wali de la Ouïa de Boumerdès. Absolument. Avec le professeur Boukat Sherif comme modérateur de toutes ces interventions qui seront certainement... C'est un ancien des anciens, M. Boukat, qui a démarré avec nous, à ce jour. Parce que nous avons un comité scientifique, si vous voulez. Oui, tout à fait. On travaille sur la médecine avec des connaisseurs.
Voilà. Pour vraiment... En tout cas, on espère toute la réussite à cet événement qui marque aussi la célébration de cette journée réservée aux diabétiques à l'échelle mondiale. Donc c'est une contribution de la société civile algérienne à cette action commune planétaire, donc en faveur des diabétiques. Les diabétiques. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce sera un bel échange et on vous remercie d'avoir fait le déplacement, oui. Oui, et en même temps, je t'ajoute quelque chose. Avec le travail, on gagne des choses. Absolument. On a gagné une construction d'un hôpital qui va être terminé d'ici 6 mois, 1 an, Inch'Allah. À Boumerdès 240 lits. Très bien. Alors, nous remercions la wilaya pour cet effort. Absolument. Et plus tard, nous souhaiterons un CHU. Wilaya de Boumerdès, elle est grande. En tout cas, aussi. c'est un bel acquis. En tout cas, vous avez aidé à... Et en même temps, nous remercions toujours la wilaya et la direction de la santé de la wilaya de Boumerdès, en général, pour la création de la maison des diabétiques. Tout à fait. On a une maison diabétique digne de nom. Oui, 2 même. À Boumerdès et à Boudouaou. Voilà. À Boudouaou et à Boumerdès. Mais à Boudouaou, on va essayer de redémarrer mieux. Mais Boumerdès... La maison des diabétiques fonctionne très bien. Il y a les analyses, nous avons les spécialistes, alhamdoulilah, les ateliers à l'intérieur. Il y a une activité réelle des diabétiques. Oui, excellent. Ils ont gagné ça. Et nous souhaiterons, Inch'Allah, de faire mieux. Inch'Allah, avec un battant comme vous, je pense que ça ira encore loin. Voilà. On souhaite toute la pérennité à cette association des diabétiques de Boumerdès. Et vous êtes à sa tête, donc vous êtes son président, M. Mohamed Mokri. On a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et vous êtes invité officiellement oui. de voir avec vos propres yeux le travail, déroulement et le travail accompli. Et le travail. Et vous allez prendre quelques des informations chez les malades. Nos équipes suivront certainement cette activité. Merci beaucoup. Nous souhaitons, Inch'Allah, qu'en Algérie, qu'on parmi nous, Inch'Allah. On l'espère, Inch'Allah. En tout cas, merci. On a été ravis de vous recevoir. Ravis aussi de vous retrouver derrière la lucarne, bien sûr. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 9h30. Mesdames, Messieurs, tout de suite, je vous propose de découvrir l'inauguration du lycée artistique d'El Biar, Ali Maachi, et c'est Feria El Hamdi qui nous y emmène. Le premier lycée pilote dédié à la filière art a été inauguré ce début du mois de septembre, baptisé du nom du shahid Ali Maachi. Donc cette spécialité a été créée cette année parmi les spécialités de l'enseignement secondaire au lycée. Donc on a 4 choix pour la spécialité des choix artistiques. Donc on a la musique, le dessin et l'audiovisuel et le cinéma et le théâtre. Donc l'élève peut choisir à partir de la première année secondaire, peut choisir cette spécialité parmi les spécialités de l'enseignement secondaire. Donc ces spécialités, on a des enseignants qui sont des enseignants de l'éducation nationale. Il y a des enseignants du ministère de la Culture. Du ministère de la Culture. La filière des arts a été intégrée cette année et vient s'ajouter aux 6 autres filières de l'enseignement secondaire, car elle prévoit 4 choix, à savoir la musique, les arts plastiques, le théâtre et l'audiovisuel. Donc le ministère de l'Éducation nationale et... Les commissions de sélection composées d'enseignants dans différentes spécialités artistiques relevant des établissements de la formation supérieure, sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts, ont sillonné 50 wilayas dans le cadre de l'opération de sélection, à laquelle plus de 1000 participants ont pris part. 8 élèves qui représentent à peu près 47-48 wilayas. 157 élèves talentueux ont été sélectionnés à travers 52 wilayas. Parce que c'est mon rêve.
quand j'étais petite وين نسكن ما عندناش لي مويان الور كي جات هاد لا شانس ما نقدرش نعطيها على بها راني جيت لهنا وان شاء الله جو ريسي ونشرف والديا هذه هي. اخترت هذه الشعبة لأنها تميل للمجال. La filière art se déroulera sur 2 ans d'études et composée d'un tronc commun lettres et d'un tronc commun sciences et technologies. Je suis un rappeur venu de Tamanrasset, j'aime bien la musique. parce que j'aime le théâtre من بكري et bonne expérience هذه كي جينا لهنا فرحت بزاف كي عطاونا هاد لا شانس باش نقراو حاجه اللي نحبوها وان شاء الله هاد الشعب يعطيها قبول ويجيو ناس كتار هنا. Le lancement de cette filière vise à former une génération d'artistes algériens imprégnés des composantes de l'identité nationale et répondant aux critères internationaux de l'art universel. Entièrement d'accord avec ma collègue Samia Bouharour qui nous a offert ce reportage. Donc nous venons de découvrir cette structure, cet acquis pour justement l'enseignement artistique dans notre pays. Mais bien sûr, il y a aussi des tentatives personnelles, des personnes vraiment très imprégnées de la vie artistique et qui ont choisi aussi d'offrir de leur temps et aussi un espace pour la promotion de l'art dans ce pays. Donc j'ai nommé là, entre autres, la galerie Aïda. Voilà, vous êtes présente avec nous, Souaed, à chaque occasion pour la promotion des talents artistiques. Merci d'être là avec nous. Merci donc, à vous pour cette invitation. Madame Souaed Tiyar. Et bien, merci aussi à Shahrazad Rahma d'être avec nous et de présenter un très beau projet, tout récent, naissant. Une nouvelle naissance. Donc, voilà. On le porte au mois de novembre. Voilà, il s'agit donc du centre d'enseignement artistique Mawahib el-Founoun. Effectivement, oui. Mawahib el-Founoun, c'est très joli, donc voilà. Talent artistique. Voilà, je préfère, comme je vous ai dit, garder le nom en arabe. Oui, on ne c'est traduit joli. pas un prénom Shahrazad, on ne le traduit pas. D'accord, donc on restera sur Mawahib el-Founoun. Et oui, c'est ainsi qu'on l'appellera. Ne vous inquiétez pas, c'est du côté de Belvizet, c'est au cœur d'Alger qu'est né ce petit fleuron artistique, on dira. Effectivement. Voilà, on va en parler davantage dans un instant. Le temps de parler d'abord de cette très belle exposition, très attendue aussi par les amoureux de l'art. C'est du côté des Simèzes de la galerie Aïda qui reçoivent les œuvres de Hakim Tounsi cette fois-ci. Hakim Tounsi, oui. Voilà. Donc on continue dans la série des 3-8, oui. Puisqu'on avait inauguré par l'exposition Dialogue symphonique. Et là, on reprend une semaine après avec cette exposition de Hakim Tounsi, Rêve et Espoir dérobé. Voilà. Alors, Hakim Tounsi, c'est un artiste qui revient sur la scène artistique depuis 2021. Il avait fait une exposition à Dar Abdelatif l'année dernière et cette année, on l'accueille à la galerie Aïda avec une magnifique exposition. Voilà, on dira que l'appétit est là depuis cette première exposition. Ah ben oui, c'est normal. Il avait envie de retrouver encore le public algérien. Absolument. D'abord, le public lui manquait. Après, il a beaucoup à dire. Oui. C'était un artiste d'abord très généreux et en même temps un peu timide. Donc, son expression artistique lui permet de dire tout ce qu'il a envie de dire. Et il le dit très bien. Il présente quelque chose comme une 60aine de tableaux, tous basés sur un sujet qui lui tient très à cœur, c'est l'environnement actuel dans lequel nous vivons. Oui. Parce qu'il faut dire que quand il est parti, il a laissé, lui c'est un enfant de Mahalma, donc quand il est parti, il a laissé une Mahalma magnifique avec des paysages extraordinaires.
Il part, il revient. Dans mes souvenirs, vraiment, j'ai des images d'un très beau lac avec un espace forestier très dense. Très dense, absolument. Et puis il revient, il trouve des canards et des oiseaux migrateurs. Voilà, il n'y a plus de tout ça. Il n'y a plus de tout ce beau paysage. Et il se retrouve avec du béton tout autour. Donc il décide de lutter à sa manière. Il faut dire que c'est quelqu'un aussi qui est très imprégné de la culture mauresque, de cette civilisation qui a laissé son empreinte. Et donc tous ces tableaux sont j'ai envie de dire, un hymne au charme et à l'élégance à travers justement. En plus, c'est une promenade, mais c'est cette promenade qui nous interpelle. C'est-à-dire, vous avez vu, quand on part en promenade et puis en même temps on est en pleine méditation. Et c'est comme ça avec l'exposition de Hakim Tounsi. Nous sommes dans le beau, nous sommes entourés de belles choses, mais en même temps on est interpellés parce qu'on se dit, tiens, pourquoi on n'a plus de belles cités comme ça? Pourquoi on n'a plus de belles villes comme ça? Les villes n'ont pas un cachet particulier. Un cachet particulier. Et lui, il essaye justement de donner cette empreinte, c'est-à-dire il interpelle le public, que ce soit le citoyen lambda ou les architectes, donnez-nous le beau. Donnez-nous la possibilité d'avoir du beau autour de nous. Et même si sa peinture ou sa palette s'inscrit quand même dans un style semi-figuratif, donc on devine parfois seulement ce beau, on devine l'impression de ces contrastes qu'on retrouve dans la nature et pas vraiment justement cette structure dont on parle de la ville ou de l'architecture, mais il y a des éléments. Vous voyez, dans celle-ci, on voit tous les éléments architectoniques ou architecturaux. On reconnaît tout de suite Ketchaoua au milieu de la Médina, là, par exemple, dans cette belle, dans cette autre composition. On voit aussi en filigrane tous ces ornements qu'on retrouve dans la Casbah, par exemple, ou dans les palais d'Alger. Il faut dire que aussi cette fois-ci, il a touché à d'autres matériaux. Donc, il a utilisé de la céramique, il a utilisé du métal. Regardez, l'arbre est omniprésent dans sa thématique. C'est sa façon, c'est normal, c'est son expression artistique. Sur les soixantaines de tableaux, chaque tableau est différent de l'autre. C'est vrai, quand on rentre, on a l'impression, il y a une harmonie. Il y a une harmonie de l'exposition. Il y a une très très belle harmonie. Mais chaque tableau est complètement différent de l'autre. D'ailleurs, parce qu'il a fait un peu plus que 60 tableaux, mais quand il a fallu faire un choix, à chaque fois, il me disait... C'est dur, vous me disiez. Ah non, celui-là il est trop beau, je le garde. Ah non, celui-là il est trop beau. Je dis, mais écoute, à un moment donné, il faut faire un choix. Ça a été difficile, l'accrochage n'a pas été aisé. Ce que je comprends parfaitement. L'artiste est toujours très, très amoureux de sa toile. Très attaché. Il le fait avec beaucoup de passion. En tout cas, ces différences que vous évoquiez tout à l'heure dénotent justement de la richesse et du foisonnement de l'imaginaire de cet artiste. Absolument. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de redondance dans son exposition, on l'a vu. Tout à fait. Chaque élément a sa propre palette, ses propres choix. Il prouve, Hakim Tounsi prouve qu'en allant avec une thématique, on peut présenter une très belle collection. On n'est pas obligé de se répéter, parce que des fois, je tombe avec des artistes qui vont vous dire « Non, moi, je n'aime pas trop les thématiques parce que cela me conditionne. » Je pense que là, il prouve le contraire. En tout cas, c'est une empreinte nouvelle. C'est une empreinte que le public va découvrir. Mais il faut vraiment la voir de près parce que là, il a fusionné avec le métal et la céramique, ce qui nous renvoie vers la Casbah. Il a fusionné entre la céramique et la toile. C'est beaucoup d'heures de travail. Des mariages très judicieux qu'on va découvrir justement à la Galerie Aïda. À partir de quand, dites-moi? Alors, on inaugure l'exposition demain, le 8. Le vernissage aura lieu le samedi 12 novembre. On a préféré le faire le samedi pour permettre à tout le monde de pouvoir se déplacer. Et l'exposition va durer... est déjà visible à partir de demain. Elle est déjà visible à partir de demain. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas venir le samedi. Enfin, nous, on s'adapte. L'essentiel, c'est que le public vienne voir et encourager surtout l'artiste. Parce que je le dis à chaque fois, préparer une exposition, c'est des heures et des heures de travail. Je pense que venir, ne serait-ce que pour encourager l'effort de l'artiste,
c'est un minimum. D'autant plus que cet artiste s'est absenté quand même longtemps, 28 ans à l'étranger. Oui, il s'est absenté quand même un bon bout de temps. C'est un enfant de l'école des Beaux-Arts d'Alger. C'est un beaux-artiste, absolument. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui revient sur la scène artistique en force parce qu'il a envie de s'exprimer, il a beaucoup de choses à dire, il travaille sans arrêt. Voilà, alors, je peux vous dire qu'il est déjà en train de travailler sur une prochaine exposition. Oui, j'imagine. Il ne s'arrête pas. J'imagine que maintenant qu'il a un petit peu senti l'élan, c'est normal dans quand son on pays finit natal, ça a dû lui faire du bien. Il a besoin de retrouver le public algérien, il a besoin de retrouver ses amis, son entourage et tout. Ça, c'est important pour l'artiste. Oui, parce que Hakim Etounsi, rappelons-le, travaille actuellement et vit en France. Et voilà, on sera ravis en tout cas de le découvrir. Nous aussi, on sera ravis de vous recevoir. Inch'Allah. En tout cas, on continuera de parler de ces notions artistiques grâce à ce nouvel espace qui a été lancé par notre amie ici présente, Shahrazad Rahma. Shahrazad Rahma ainsi que son associé ont eu un rêve commun, celui de créer un espace pour l'apprentissage et la promotion de l'art. C'est bien cela l'objectif? Exactement, oui, pour permettre aux jeunes Algériens principalement et à tout le monde, parce qu'en fait on s'adresse à toute personne de tous les âges, pour leur permettre pour les accompagner dans un enseignement artistique et du coup on a mis au programme plusieurs activités, plusieurs disciplines artistiques pour pouvoir répondre aux attentes et aux aspirations artistiques de toute personne. Voilà, l'école a ouvert ses portes déjà la semaine dernière, mais bien sûr, pour la promotion, vous êtes présent dans un autre lieu, parce qu'il faut dire que l'affluence est importante dans ce lieu, c'est à Bab Zouar. Voilà, en collaboration avec la galerie d'art Zouar, qui ont su vous donnez quand même la possibilité de vous faire connaître. Pour nous faire connaître. Donc on a des expositions chaque week-end durant tout le mois de novembre où on anime avec nos enseignants artistiques les ateliers. Donc chaque jour du week-end, on a 2 ateliers différents qui font partie de nos activités artistiques enseignées en notre centre. Très bien. Ouais. Voilà, pendant que vous parlez, les œuvres de notre ami Hakim Etounsi sont apparues à l'antenne. C'est bien, voilà. On laisse quand même le regard du téléspectateur suivre pendant qu'on parlera, entre autres, du centre d'enseignement artistique, Mawahib al-Founoun. Donc, vous allez à la découverte des jeunes talents, ou peut-être moins jeunes, hein. C'est-à-dire que ça peut être quand même un talent confirmé aussi qui aurait envie de développer un autre aspect ou un autre langage artistique, parce qu'en fait les disciplines sont multiples. On peut les rappeler? Qu'est-ce que vous proposez justement comme enseignement dans cette école? Voilà, donc dans les arts plastiques, on commence par enseigner le dessin et la peinture, et dans les arts scéniques, on a au programme le théâtre. Mais on commence d'abord par la danse, on ne peut pas tout faire à la fois, donc vu qu'on veut bien faire, et il y a tout un programme qui est mis en place en collaboration avec les enseignants, qui ont fait des études dans des écoles d'art supérieur. Donc du coup, ça prend du temps pour bien faire les choses et les mettre en place. Donc, dans chaque, groupe d'activités artistiques, on commence pas par tout ce que nous avons au programme. Et nous avons aussi la céramique, un atelier dédié à la céramique, et aussi l'apprentissage de la photographie, et la musique aussi, qui est très demandée par les jeunes. Oui. Et dans la musique, on commence par l'apprentissage de quelques instruments de musique, le piano, la guitare et le saxophone et la flûte. Saxophone et la flûte, voilà. Donc et on inclut un programme théorique et pratique. Et voilà. Et nous avons aussi un atelier dédié à la bijouterie, vu que mon associé il est un bijoutier dans ce domaine en particulier. Donc voilà, la création de bijoux est aussi à l'honneur. Oui. Les enfants, c'est à partir de quel âge? C'est, disons, à partir de l'âge de 5-6 ans, l'âge de la scolarisation, qu'on commence à les... Oui.
Voilà, elle le disait tout à l'heure, cet espace sera ouvert à tout le monde de 7 à 77 ans. Donc voilà, ils sont les bienvenus. Ceux qui n'ont pas pu accéder, par exemple, à l'école des beaux-arts, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un enseignement académique, qui pourraient avoir des bases en photographie. Peut être aussi une préparation pour accéder aux grandes écoles artistiques. Oui. Tout à fait. En fait, la photographie est très en vogue aussi, le montage vidéo, l'infographie. C'est dans l'air du temps aussi. C'est bien d'offrir, oui, c'est dans l'air du temps. Exactement. Et il y a énormément de jeunes qui sont oisifs, qui n'arrivent pas à trouver leur voie, qui ont peut-être un talent caché. Les jeunes retraités. Voilà. Aussi. Il y a aussi les jeunes retraités qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de leur temps en général et se tournent vers une activité artistique. Il y a beaucoup de jeunes retraités qui font maintenant des bijoux, oui, tout à fait. J'en ai connu. J'ai même connu des artistes et des critiques d'art très confirmés aujourd'hui qui avaient commencé à l'âge de la retraite, à l'instar de Massen, Mohamed Massen par exemple, qui est sculpteur de renom. Et par exemple Zoria Telaïch aussi, qui a commencé à la retraite et qui a créé des tableaux qu'on peut retrouver dans des infrastructures à travers la wilaya d'Alger et même ailleurs. Et ils ont voilà, profité de leur retraite, pourquoi pas. Oui, il y a des auteurs qui commencent à écrire juste à la retraite parce qu'ils n'avaient pas le temps. Exactement, l'activité artistique en général, ça demande du temps pour avoir de l'inspiration. Absolument, ça demande du temps. On a beaucoup d'idées, mais on n'a pas le temps de les transcrire. Mais bon, une fois à la retraite, on se dit, tiens, on a du temps maintenant. Allez, on va coucher ça sur papier. Allez, commençons. Et on commence. Et c'est vrai qu'on a eu de très belles révélations à cet âge-là en particulier. Mais c'est vrai que c'est dans un quartier populaire qu'est né ce centre. Et j'espère que tout, ça profitera. C'est vrai que c'est très dense. C'est une agglomération très dense, Bel-Wiesdad, donc il n'y a pas d'espace de loisirs, il n'y a pas de grands jardins, il n'y a pas, bien sûr, le jardin d'essai un peu bas. Il y a le musée aussi des Beaux-Arts. Oui, il y a le musée des Beaux-Arts, mais moi je parle du début de Bel-Wiesdad. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'extrémité nord de cette agglomération, on peut en trouver. Mais sinon, il y a beaucoup d'artistes dans ces quartiers. Oui, tout à fait. On a été c'est un quartier mythique, surpris par le nombre d'artistes qui passent nous rendre visite, pour nous encourager, pour nous dire voilà, oui, à Bel-Wiesdad et même dans l'entourage, dans le centre d'Alger. D'accord. Voilà, il y en a beaucoup. Donnez l'adresse rapidement et puis dites-leur aussi que vous êtes présent à Babzouar tous les week-ends du mois de novembre, il y aura des animations d'ateliers pour nous faire connaître, pour ceux qui sont intéressés par une inscription. On a eu un très bon retour le premier week-end. Les gens sont très intéressés par les activités artistiques. Très bien. C'est excellent. On souhaite bon vent. C'est vous? L'exposition photo actuelle au niveau de la galerie. On a animé l'exposition à la galerie même, c'est un autre artiste qui fait l'exposition, mais nous sommes c'est le week-end, juste dans l'espace mitoyen. On vous souhaite bon vent. Hein. Merci. Ça s'appelle, rappelons-le, le Centre d'enseignement artistique Mawahib El-Founoun. Donc, comment peut-on vous contacter également pour une éventuelle inscription? Faut-il se déplacer directement là-bas ou est-ce que vous avez une page? Nous avons des préinscriptions sur les réseaux sociaux, sur le net. Sur quelle page? Alors, les pages, nous avons contact, par mail aussi, on peut faire ça, mais sinon, il est préférable de se déplacer. Comme ça, on pourra aussi conseiller et orienter les personnes. Très bien. C'est à côté de quel... on peut donner un repère à ceux qui nous suivent aujourd'hui? Un repère, c'est en fait Sidi Mohamed. Sidi Mohamed. Voilà, c'est en face à Sidi Mohamed. Très bien. Ah, vous êtes en face de Sidi Mohamed? Oui. Très bien. En tout cas, merci infiniment, mesdames, d'être avec nous. Donc, mesdames, la galerie Aïda, rappelons-le, donc les œuvres de Hakim Tounsi présentes. À partir de demain, marhaba bikoum, le vernissage le 12 et ça se poursuivra jusqu'au 29 novembre, Inch'Allah. Merci infiniment pour cette présence parmi nous ce matin. Et on continue de parler de femmes dans cette émission. En guise de transition, je vous offre tout de suite un portrait de Ben Mohamed Meriem, dite Mimi, et c'est Feria Al-Hamdi qui nous en trace les lignes. Belle, jeune, mais aussi rebelle. Meriem Ben Mohamed, dite Mimi, un témoignage vibrant d'émotion, de vérité et de sincérité.
Notre rencontre avec Mimi nous a permis de connaître et de découvrir les petites histoires de cette dame qui a fait la grande histoire. Je suis montée au maquis. J'ai vu les blessés, l'endroit aussi. Et puis c'est là où j'ai commencé à soigner. Mais à ce moment-là, je n'avais pas de blessés. J'avais qui venaient parce que j'avais un refuge. C'était plein. Il y avait un refuge à la maison, chez moi, à mes 5 maisons. Et puis je faisais la navette avec Dawak. Mimi est de celles qui sortent de leur silence pour raconter ce qu'a été son parcours de maquisarde et d'infirmière. J'étais à Ain Bissem, ça fait Ain Bissem, Palestro, qu'est-ce que j'ai fait encore? Bourground, là où on a enterré. Ain Bissem, je la connais, je connais Médéa. Après, je faisais un peu l'infirmière ambulante. Un jour, je faisais toute la tournée de la zone. Je savais où il y avait un ratissage, qu'il ne fallait pas y aller. Il faut y aller à tel endroit, là où je mettais mes blessés. Donc, mes blessés, je les mettais dans un endroit. Et j'allais les voir, je suis toujours à Palestro. Des femmes qui se battent pour la justice, la dignité et l'indépendance. Cette combattante a rejoint les rangs de l'ALN alors qu'elle n'avait à peine 27 ans. Mais elle garde toujours en mémoire des événements ayant marqué son itinéraire. À une BCM, par plusieurs fois, je suis tombée dans les atterrissages. Divisé, habillé comme moi, tout ça. Et je faisais comme ça pour dire je faisais la cuisine. Et je suis tombée plusieurs fois. Nous avons quitté Mimi tout en lui souhaitant longue vie. Voilà, on continue de parler de dames tout de suite. Une dame en particulier est avec nous ce matin. Elle a voulu, à sa manière, rendre hommage à toutes ces femmes de la Révolution. Il s'agit de Fazi Bouaouni, ici présente avec nous. Bonjour et ravie de vous retrouver ici même. Bonjour, et toujours contente d'être parmi vous, à Canal Algérie. On est ravis de vous recevoir. On va parler un petit peu de cette idée brillante de rendre hommage artistiquement à ces dames qui nous ont rendu notre dignité par leur combat et par leur abnégation et par leur sacrifice. Mais avant, présentons aussi notre autre invité. Il s'agit de Mohamed Cherif Hamza, ici présent, donc directeur de l'Institut, l'École nationale supérieure de conservation et restauration des biens culturels. Voilà, de conservation et préservation des biens culturels. Ravi de vous recevoir ce matin. Bonjour madame. Voilà. C'est un institut institut aussi qui a un lien avec l'art dans la mesure où il forme ceux qui protégeront ces œuvres qu'on a dans les musées et dans les différents sites archéologiques du pays, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. C'est ça. On va continuer sur la lancée justement de l'expression artistique au service de la société, de l'expression artistique au service justement de l'émotion et de la sensibilité humaine. Donc là, vous êtes lancé dans un projet assez original, on dira. C'était samedi dernier. Oui, c'était samedi dernier. C'était à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Au fait, c'est une œuvre qui veut rendre hommage à toutes ces femmes qui ont participé à la Révolution algérienne, en fait, leur qualité de moudjahidat, femmes de moudjahidines, shahid, et même ces femmes ordinaires qui étaient chez elles, mais qui participaient à leur manière à la Révolution. Il faut savoir que la femme, malheureusement, parfois été omis du récit historique. Moi, je voulais leur rendre hommage à ma façon, à ma manière, avec les couleurs, et c'était le tableau Jazairiyat. Jazairiyat qui s'est transformé en tableau vivant grâce à Amel Mihoub. Il faut dire que c'est l'idée de Amel Mihoub qui a toujours voulu faire ça en Algérie. C'est une première.
on a pu transformer ce tableau-là en tableau vivant avec toutes ces femmes, avec leur hayek, avec leur drapeau et même le jasmin comme c'est mon symbole. Dans chaque toile, on retrouve le jasmin. On voulait vraiment que les gens vivent avec nous l'émotion Voilà, donc au-delà de la toile, vous avez tenté donc l'expérience de la performance artistique. Tout à fait. Donc une performance artistique auquel ont assisté tous les passants d'un centre commercial très en vogue donc du côté de Cheraga, donc à l'ouest d'Alger, c'est ça? À l'ouest d'Alger. Alors on est bien à l'ouest, on n'est pas à l'est. Parce que l'architecture du centre est inspirée de la Casbah. Alors on voulait retrouver un peu l'ambiance de cette vieille ville. Et de cette ouverture vers le ciel. Tout à fait, avec toutes ces femmes-là, avec leur haïk et drapeaux sur les balcons. Après, elles étaient regroupées. En fait, si on veut dire, le mot de passe, c'était surtout le Zorna. Il y avait Zorna et les femmes qui se regroupaient au milieu du centre. Franchement, c'était magnifique de voir tous ces gens-là heureux, de revoir cette ambiance-là et de voir surtout les personnages de mon œuvre qui se transforment, Voilà, les personnages, justement, on vient de les voir à l'antenne. Donc, ce sont des femmes voilées par leur hayek d'un blanc immaculé et qui portent des drapeaux, donc l'emblème national. Là, on vous voit au cœur de ces dames, justement, qui sont sorties carrément de la toile. Tout à fait. Et l'artiste qui s'est intégré. C'est greffé, intégré. Une très très belle expérience et franchement revoir ça et vivre surtout ça et partager ça avec toutes les personnes présentes ce jour-là à Garden City, c'était juste magnifique et une expérience extraordinaire. Et surtout de rendre hommage aux femmes et de leur dire merci. Grâce à eux, il a dû y avoir des youyous qui ont fusé partout. Dans cet espace. Voilà, on voit un petit peu sur ce plan un peu plus large l'œuvre. Voilà. Et puis vous avez mis un encadrement. Ben oui, voilà. Et l'histoire. Pour suggérer un petit peu effectivement, pour cet suggérer effet de un peu l'ambiance de la toile. Mais c'était quelque chose d'exceptionnel, commençant par moi-même et aussi pour tous les présents qui étaient sur place ce jour-là. Quelle a été la réaction la plus insolite? Allez, dites-nous. En fait, d'un enfant qui disait « Ah, regarde, même le jasmin se retrouve ». En fait, il faisait la comparaison. Il faisait la comparaison et voir l'expression des yeux de cet enfant-là, ça m'a vraiment marqué. Alors, et de revoir et de demander pourquoi ces femmes-là portaient les drapeaux, pourquoi elles portaient le hayek, et est-ce que les femmes avant, et là l'histoire qui tournait, parce que moi j'écoutais ce que les gens qui étaient autour de cette scène, de quoi ils parlaient, et voir les parents qui expliquaient à leurs fils le combat des femmes, les porteuses de bombes, tout ça, c'était un mélange d'émotions, mais c'était vraiment un moment très fort. Un bon prétexte pour démarrer ce partage d'informations, de ce rappel de ces moments historiques. Oui, c'est un excellent moyen de faire apprendre, surtout d'apprendre à nos enfants l'histoire de notre pays, l'histoire de ces combattants, le prix qu'ils ont payé pour qu'on soit aujourd'hui là, présent, et pour vivre libre, digne. Et l'art, je pense que l'art, c'est le meilleur moyen pour transmettre toute cette histoire-là, tout ce vécu-là, et l'histoire de ces femmes-là, oublier un peu du récit, parce que j'essaie toujours de leur rendre hommage, les oublier de l'histoire, à notre façon. Voilà, vous vous êtes mis dans la peau d'un réalisateur justement qui assistait à son avant-première et c'était juste et qui recueillait un petit peu les réactions. Parce que c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est une émotion justement différente que celle d'avoir ces toiles posées sur un mur ou sur des chevalets. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose et c'est une première en Algérie et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Mais c'était un moment très très fort de voir. Oui, en fait, c'est vrai qu'on invite tous les artistes à ce type d'expérience très intéressante. Le happening ou justement la performance artistique pourrait être très attractif dans un espace qui le permet, parce qu'il est ouvert sur le ciel. On peut se permettre des œuvres même monumentales dans cet espace. Ben oui, il faut surtout, moi je suis contre cette idée que l'art, surtout les arts plastiques, sont juste pour une certaine classe de la société, de l'élite. Moi je suis pour que l'art soit
à portée de tout le monde. Absolument. Il faut vraiment aller vers le public et sensibiliser les gens sur l'importance des arts en société. Et surtout, on peut écrire l'histoire à travers des tableaux, on peut écrire notre combat à travers la peinture. Moi, j'essaie toujours de transmettre ça à ma manière via mes œuvres. Ça explique un petit peu le rôle et la présence aussi de deux galeries, en particulier celle justement du Garden City, qui est gérée par Amel Mihoub, qu'on salue si elle nous suit ce matin. Et puis également une autre galerie, Zwart Gallery, on en parlait à l'instant, justement, qui permet de donner de la visibilité et d'être un trait d'union, une passerelle entre le public et les artistes. On l'a vu avec l'autre invité qui vient de nous quitter, Shahrazad Rahma, qui a bénéficié de cet espace urbain pour promouvoir la naissance d'un nouvel espace artistique. Et un nouveau espace qui vient d'être inauguré ce jeudi-là, N7 Art. Aussi, c'est un espace de partage à l'Biak. En fait, nous sommes tous pour cette ouverture d'espace pour l'art et pour permettre aux artistes de partager leurs œuvres avec le public. C'est très, je pense, c'est primordial dans n'importe quelle société. J'espère Je ne sais pas, je pose une question qui n'a rien à voir avec notre thématique. Votre écharpe est-elle de votre création? Ben oui, c'est un tableau. J'ai deviné. On pourrait peut-être l'ouvrir pour voir le tableau que j'ai réalisé. J'ai deviné. Oh, ben, ce sont encore des femmes d'Alger ou d'Algérie. Ça pourrait être n'importe quelle région. Du temple, de notre patrimoine culturel. Oui. Notre riche patrimoine culturel matériel et immatériel. On retrouve l'histoire un peu écrite par ces femmes-là. Alors, je l'ai transformée en... Très belle idée. Très belle idée. Donc, un foulard en soie. Donc, peint de la main de notre artiste ici présente, Fazi Bouaouni. Merci de me répondre à cette curiosité. Et vous parliez des gardiennes du temple, les gardiennes de notre patrimoine matériel et immatériel. Pour ce qui relève du patrimoine matériel, nous allons en parler justement avec notre second invité, Mohamed Cherif Hamza. Donc, vous êtes à la tête de cette institution nationale qui forme ces futurs, on ne peut pas dire archéologues, mais plutôt restaurateurs. Donc, voilà. Y a-t-il un engouement par rapport à la filière en particulier? Pour le moment, l'école essaie de former dans la qualité. On vise plutôt former une dizaine d'étudiants par an, parce que être restaurateur, c'est pas facile, c'est avoir une énorme responsabilité de toucher des œuvres millénaires. Alors on préfère avoir une douzaine d'étudiants puis qu'ils puissent avoir 2 années de formation, parce que pour le moment, l'école forme que dans le master. Le master dans la spécialité de conservation et restauration des biens culturels mobiliers, justement. Alors, on essaie de leur faire des sorties, des stages pratiques en complément avec les cours. Pour cela, on essaie de limiter nos étudiants à une quinzaine, maximum une vingtaine. Voilà, ça nous permet. Voilà, c'est vrai que vous êtes parmi nous aujourd'hui pour parler de cette nouvelle expérience dans le cadre d'un programme initié depuis les années 2000, donc 2008. Fin 2008. Voilà, 2008. Donc, un programme a été initié sous la houlette justement du ministère de la Culture, qui veille au grain par rapport au patrimoine culturel, matériel et immatériel, bien sûr. Et l'école dépend. Tout à fait. La première tutelle, c'est le ministère de la Culture. Et on a une deuxième tutelle, qui est la tutelle pédagogique, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Voilà, parce que c'est vrai que là, vous êtes vraiment, comme vous dites, dans l'enseignement master et dans justement les cycles universitaires tels qu'on les connaît et tels qu'ils ont été conçus. Alors, parlons justement davantage de ce programme. D'ailleurs, nous avons un reporter qui s'était déplacé sur le terrain pendant cette période-là, elle a pu, la journaliste, discuter avec les étudiants, avoir leurs réactions. C'est très très bénéfique. C'était une occasion pour nos étudiants. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième ou la troisième fois que les étudiants de l'école puissent participer à ce type de stage, et particulièrement au musée de Cherchell. C'est c'est vraiment une pépite, ce musée, dans la mesure où il détient la plus riche collection de statuaires en Algérie. Tous des copies originaux, c'est pas des statues de marbre. Ce sont de très belles statuaires en marbre. Alors le programme, je vous donne un petit aperçu
un petit aperçu sur ce programme-là, c'est la rénovation et donner une nouvelle lecture à ce musée-là. C'est-à-dire qu'il y a un lifting qui s'opère au niveau du musée actuellement et on y travaille depuis pas mal d'années. Une nouvelle scénographie, c'est ça. Une nouvelle scénographie, une nouvelle. Et aussi restaurer les statuaires qui sont exposées, aussi les remettre sur de nouveaux socles antisismiques parce que la région de Cherchell est sismique. Alors, pour cela, et aussi apporter quelques restaurations. Et ça, c'est le côté le plus important. C'est ça le plus. Voilà, ce que intéresse nos étudiants. Dans la mesure où cette opération fait appel justement au savoir-faire d'experts mondiaux et d'experts étrangers. On ne va pas en parler tout de suite. On va juste donner lieu au développement de notre collègue qui était sur les lieux. Donc, Fariel Hamdi a assisté, vous le disiez tout à l'heure, à cette opération, à ce stage. Et on va voir son compte rendu et juste après, on va commenter. C'est ici, au musée de Cherchell, que nous les avons rencontrés. Des étudiants en Master 2 de l'École nationale de conservation et de restauration des biens culturels de Tipaza. Ces jeunes restaurateurs qui ont bénéficié d'une formation en vue de parfaire leur potentiel en matière de conservation et de gestion du patrimoine culturel national. Une opération de restauration qui est en train de se faire au niveau du Musée national de Cherchell pour la restauration en fait des statues de l'époque romaine. Ces statues sont en marbre. Il y a des restaurateurs italiens. Donc on a ici derrière moi la restauratrice Anna et on est en train de collaborer avec elle et comme ça. Et on a aussi Alberto qui est de l'autre côté. Donc ces deux Italiens, ils pratiquent la restauration. Et on a avec eux aussi des Allemands, de l'Institut d'archéologie allemand. Et nous, notre objectif, c'est d'apprendre en fait les techniques utilisées dans le domaine de la restauration en fait du mobilier lapidaire, mais on travaille directement sur le marbre. C'est-à-dire il y a des techniques spéciales pour la restauration de la pierre, du marbre, qu'on est en train d'apprendre avec les restaurateurs ici étrangers. Lors de cette campagne, des statues et éléments architectoniques sont restaurés et consolidés pour être remis sur de nouveaux socles antisismiques. Elle est en train de montrer directement une statuette, l'état de la statuette avant l'intervention. Et eux, ils sont ici pour intervenir sur la statuette, mais sur le côté esthétique pour améliorer la lisibilité. Très bien. Très bien. Et vous êtes archéologue, n'est-ce pas? No, sono una restauratrice italiana. C'est une restauratrice italienne. Cette restauration de sauvegarde se fait en partenariat avec des archéologues et restaurateurs allemands et italiens, ravis de faire partie de ce groupe et qui souhaitent aussi renouveler cette expérience. Questa è una foto della situazione della statua prima del nostro intervento. Noi stiamo facendo degli interventi di carattere estetico, cercando di migliorare la leggibilità di queste opere. Alors, elle est en train de montrer directement une statuette, l'état de la statuette avant l'intervention. Et eux, ils sont ici pour intervenir sur la statuette, mais sur le côté esthétique pour améliorer la lisibilité. Outre le musée, Cherchell abrite aussi des vestiges et quelques infrastructures qui méritent le détour. Entièrement d'accord avec Fariel Hamdi, c'est vrai que tout Tipaza est un musée à ciel ouvert et c'est vrai que cette belle région de Cherchell regorge de trésors vraiment d'une grande qualité à l'instar de ce musée et de toute cette belle statuaire. Hein. Vous avez de la chance de travailler dans cette région. La présence de l'école dans la ville de Tipaza, à Tipaza même, c'est
énorme plus pour les étudiants. On passe de la théorie à la pratique juste en traversant la route nationale. Et vous êtes dans un site archéologique incroyable. Les étudiants peuvent appliquer, regarder, observer tous les types de dégradation, etc. On est vraiment bien implanté. Voilà, ils peuvent faire leur petite recherche autour de tel ou tel objet. Parce que c'est vrai que les thématiques ne manquent pas. Ils peuvent vraiment s'en donner à cœur joie en visitant ne serait-ce que les musées de ces deux villes mitoyennes, Tipaza et Cherchell. Donc là, on l'a vu, cette expertise étrangère a été une belle aubaine pour les étudiants M2. Vous avez recueilli un petit peu leurs impressions à la suite du stage? Oui, justement, ils étaient très ils sont heureux, heureux de pouvoir manipuler déjà, travailler et voir les nouvelles méthodes, nouvelles approches que se font dans le monde entier. Surtout qu'on a eu 2 restaurateurs italiens. On sait que les Italiens sont les meilleurs, la meilleure école dans le monde de la restauration. Oui. Et je profite de ma présence aussi pour dire que l'école a signé avec l'Institut central de la restauration qui est à Rome une convention l'année dernière dans ce but-là essayer de former plus d'étudiants, d'essayer d'envoyer des étudiants à Rome, à cet institut, pour plus d'apprentissage et des échanges avec des enseignants. Dans ce cadre-là, de développer nos connaissances dans le domaine de la conservation et de la restauration. Oui, parce que c'est un travail fait de minutie, fait d'une grande connaissance de l'histoire de l'art, des styles, des époques. C'est ça, le travail de la restauration, c'est comme un médecin. Si on fait un mauvais diagnostic, notre intervention sera passée à côté. Le restaurateur, avant de toucher l'objet, doit le diagnostiquer. Ça va de calme dégradation, il souffre de calme. Ensuite, pour pouvoir écrire l'ordonnance si on veut, donner les médicaments. Voilà. C'est ça le rôle d'un restaurateur. Une grande connaissance des matériaux est nécessaire. Donc ça demande aussi un grand investissement de la part des élèves. Les étudiants, parce qu'on a le profil des étudiants qui peuvent accéder à l'école pour le master, c'est des licenciés en archéologie, génie matériaux, des ingénieurs en génie matériaux, des architectes, des gens d'école des beaux-arts. C'est ça le profil différent. C'est carrément une école d'excellence, effectivement. Ça a sa spécificité et ça demande énormément de dextérité et de connaissances artistiques. En tout cas, voilà, on souhaite en tout cas que les étudiants qui bénéficieront d'autres stages pourront aussi nous préparer, ceux qui veilleront au grain. Voilà, parce que c'est toute une génération qui va préserver notre patrimoine sans le recours nécessaire à l'expertise étrangère, dans la mesure où les nôtres sont bien formés. Bien sûr, c'est ça, le rôle de l'école, c'est de former des gens qui seront, dans l'avenir, les protecteurs de notre patrimoine. Très bien, excellent. Je ne le répéterai jamais assez. Vous avez de la chance de travailler dans cette belle région. Et l'Institut se trouve aussi est implanté dans un complexe culturel. Le Centre d'archéologie arabe, on est à côté du Centre national de la recherche en archéologie, une antenne de l'OGEBC de Tipaza. On est vraiment implanté dans un... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Office de gestion des biens culturels. Et puis là, on vient de parler surtout de l'École nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels. Alors, on a parlé surtout de la restauration, la conservation, qu'en est-il ? Ça aussi, c'est très important. On n'a pas beaucoup de conservateurs. Pour citer, par exemple, l'exemple de l'École des Beaux-Arts, plutôt du Musée des Beaux-Arts, qui peine à avoir vraiment des conservateurs. Justement, il y a un mois, ces étudiants-là ont pu participer au nettoyage de 2 tableaux. Je remercie Madame la directrice des Musées des Beaux-Arts, qui a pu permettre à 4 étudiants d'aller travailler directement sur des toiles, accompagné d'un restaurateur. Bien sûr, un véritable restaurateur. C'est ça, la conservation est complémentaire à la restauration. Des fois, on n'est pas obligé de restaurer, de toucher l'objet, juste de le conserver dans un bon environnement. Voilà, d'assurer la sécurité. Tout ce qui est température, humidité, etc. Tout à fait. Sans toucher directement à l'objet. Les étudiants apprennent... Mais ça implique une bonne connaissance quand même. Les étudiants apprennent ces choses-là
pendant leur cursus à l'école. Voilà. Ouais. C'est passionnant, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Fazi? C'est très passionnant. D'ailleurs, Tipaza, c'est une ville. Vous aviez l'air de connaître parfaitement. Vous avez nommé les sculptures, et ça, les téléspectateurs ne le savent pas. Vous les avez nommées par leur nom. Oui, parce que c'est assez rare. Hein, parce que je passe mon temps, dès que j'ai un peu de temps, Tipaza, c'est une ville. Je suis bien à Tipaza, et puis c'est une ville musée à ciel ouvert. Là où on met le pied, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à visiter, il y a quelque chose à découvrir. Les pierres sont partout, les amphores, les sculptures, des fontaines, c'est beau. Et ça raconte l'histoire de toutes ces personnes-là qui ont vécu à Tipaza, chercher l'Aïol, c'est Césaria. Voilà, c'est une ville. Même quand j'ai envie de prendre un café, je préfère me déplacer à Tombeau de la Chrétienne et avoir cette vue panoramique au milieu d'un site. Et je ne sais pas si c'est uniquement moi, mais c'est comme si je fais un voyage dans le temps et je suis avec pas seulement vous. Ces histoires-là qui me parlent vraiment, c'est magnifique. En tout cas, c'est vrai que c'est pas spécifique à vous, hein, Fazi Bouaouni, mais c'est vrai que vous êtes très imprégné de tout ce qui est culture, patrimoine et histoire. Ça se reflète dans vos toiles, dans vos tableaux, dans vos actions artistiques. À l'image de deux très belles expositions que le public a pu découvrir l'an dernier, par exemple, ça c'est vraiment le patrimoine immatériel, ça fait rêver. Et vous avez fait les choses à votre manière. Oui, c'était en collaboration avec Nasij, Ikram Nasij, qui veille à préserver aussi parce qu'on parle de restauration, on parle de préservation, de conservation, mais aussi c'est bien de conserver cet héritage qu'on a. Le tissage fait partie de cet héritage millénaire, c'est un savoir-faire ancestral qui, grâce à des personnes comme Ikram Nasij, qui est installé à Al-Rouad et qui, à travers sa passion, essaye d'écrire et créer des œuvres artistiques. C'était une collaboration pour raconter un peu c'est Elf Layla ou Layla, 1001 nuits, ou bien les femmes de la fontaine, et c'était et raconter aussi, et rendre hommage surtout à ces femmes-là, ces femmes de l'ombre qui ont su comment transmettre et comment conserver et préserver cet héritage. Ben oui, Jiddatna, Imma, Khalti, tout le monde a grandi avec Yahjanjan Yamjanjan Winbet el Barah, avec Hajitek Majitek, avec toutes ces histoires-là qui ont. Voilà, vous en connaissez un bout, votre sourire en bercé surtout, notamment. Toute une génération qui ont bercé, ça a bercé notre enfance. Il y avait ni tablette, ni Android, ni... Il n'y avait rien, il n'y avait que ça. Alors on a essayé un peu de recréer cette atmosphère-là via des tableaux, via des œuvres artistiques, tissées ou bien... Mais surtout de démontrer le rôle que la femme a joué et qu'elle joue encore pour préserver et transmettre la femme qui était à l'honneur dans le cadre d'un autre événement, donc les oubliés de l'histoire aussi, c'était votre empreinte personnelle et votre hommage rendu aussi à ces oubliés de l'histoire. Ouais, c'était en collaboration avec Bebzmed et c'était un hommage littéraire, historique et artistique. Alors on a fait, notre première exposition a été au Bastien 23. Après, l'exposition a su se déplacer à Tizi Ouzou et voir toutes ces personnes-là qui viennent et qui découvrent d'autres femmes, historiquement, c'était ça notre objectif. Excellent. Donc moi, je suis curieuse aujourd'hui de découvrir aussi ce que vous préparez pour le public turc qui vous attend, donc parce que vous êtes sur un travail. Ça sera, Inch'Allah, prochainement. Je préfère garder ça. Moi, j'aime bien laisser facteur surprise. Oui, Inch'Allah. Ça sera pour bientôt, Inch'Allah, mais je préfère parler de ça. Il y a toute une histoire commune entre les deux pays. En tout cas, il y a vraiment tout un pan d'histoire. Tout à fait, mais il y a aussi notre histoire à nous. On essaye toujours de trouver cette zone qui lie les deux cultures et les deux civilisations. Voilà, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Fazi Bouaouni, artiste peintre, autodidacte, qui s'exprime à travers différents supports et différentes thématiques liées notamment à notre patrimoine et notre histoire. On a été ravis de vous recevoir. C'est moi. Voilà, on a été aussi très, très heureux de vous recevoir, M. Mohamed Cherif Hamza, directeur de l'École nationale supérieure de conservation et
Et de restauration des biens culturels, voilà, j'y arrive. Enfin, j'invite les téléspectateurs à visiter notre page web. Oui. Parce qu'on va prochainement lancer un cycle de conférences ouvert au public au sein de l'école. C'est excellent ça. Oui, c'est www.encrbc.dz. ENCRBC.dz. ENCRBC, retenez bien, on va le répéter une dernière fois. ENCRBC.dz. Donc un site où vous pouvez parler, vous exprimer et recevoir des informations utiles liées à notre patrimoine, à l'archéologie, à la conservation en particulier. Merci messieurs, merci madame, et merci mesdames et messieurs qui êtes avec nous voilà, de l'autre côté de la lucarne de la télévision, bien sûr. On a été ravis de vous accompagner ce matin. On vous souhaite de passer d'agréables moments et de passer une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir et bye bye. Prenez soin de vous et des vôtres.